Alors maintenant, je vais vous faire un petit point sur le bilan des actions prises en charge. Donc déjà, dans un premier temps, il faut noter qu'avec les appels à projets issus du ministère pour les PNDS, donc protocoles nationaux diagnostiqués de soins, et les programmes d'éducation thérapeutique du patient, ça a vraiment permis d'insuffler une dynamique dans les réseaux de la filière. Donc, pour commencer, au niveau des protocoles nationaux diagnostiques et de soins, il faut savoir que déjà, sur les lauréats de 2019, on a déjà 3 PNDS qui avaient été publiés entre 2019 et 2020, notamment les PNDS DSAB, PNDS thrombosport récente non cirrhotique et le PNDS cavernum porte. Cette année ont été publiés les PNDS MVPS et le PNDS HAI. Le PNDS CBP a été envoyé à la HAS et sera disponible sous peu de temps. Il faut juste attendre leur validation. Donc ça peut mettre quelques semaines, mais on espère que courant décembre, ça sera bon. On fera une communication dès que le PNDS CBP, de toute façon, sera disponible en ligne. Donc ça, c'était les PNDS 2019. Il faut savoir que là, il y a aussi les PNDS issus des appels à projets 2020. Il en reste 5 qui vont être publiés courant 2022, parce que la deadline qui nous est donnée par le ministère, c'est fin septembre 2022. Donc pour rappel, ces PNDS, c'est le PNDS AVB, le PNDS FIC2, le PNDS syndrome à l'agile, le PNDS CSP et le PNDS fistule portosystémique congénitale. Donc voilà, ça c'est les PNDS qui sont tous lauréats des appels à projets du ministère. À savoir que tous les dossiers qu'on a soumis à l'appel à projet au ministère ont tous été retenus. On a eu tous les PNDS. Donc à cela, on a apporté une aide rédactionnelle pour les argumentaires CBP et HAI. Et on va continuer pour les PNDS à venir. Ensuite, pour l'éducation thérapeutique du patient, donc on a eu 2 appels à projets en 2019 et 2020. 2019, on a eu 4 lauréats, 4 lauréats fil-foi, plus un programme ETP qui est porté par la filière FIMATO, mais qui est aussi en lien avec fil-foi, parce que c'est le centre de Lille. Du coup, il y a vraiment un travail qui est fait entre les centres fil-foi et FIMATO à Lille sur un programme ETP. Les programmes ETP 2019 ont été déposés, les coordonnateurs des programmes ont fait la déclaration à l'ARS. Donc ils sont sur leur programme est déjà est créé. En ce qui concerne les appels à projets 2020, on a le programme de Lyon. Donc c'est un programme qui est fait entre le centre de référence AVB, donc les pédiatres, et le CCMR NIVBH. C'est un programme sur la transition. Ils sont en train de faire un programme LIFT sur la transition du service pédiatrique au service adulte. Le CCMR de Montpellier, donc c'est sur les maladies inflammatoires des voies biliaires, hépatite auto-immune. Le CCMR de Saint-Louis, c'est un ETP aussi qui est vraiment une nouveauté, parce que c'est sur les traitements cytoréducteurs, un programme ETP qui n'existait pas encore en France, donc c'est une nouveauté. Le CCMR de Toulouse, donc là c'est les pédiatres sur les enfants qui sont sous immunosuppresseurs. Et on a le CRMR de Beaujon qui, eux, donc c'est à part, eux c'est une actualisation de leur programme sur les anticoagulants. Je parle beaucoup, mais juste sur notre actualisation, en fait c'est un jeu qui sera sur une application sur l'utilisation du traitement anticoagulant, les dangers, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. C'est un jeu questions-réponses. Et donc, on va diffuser, je ne sais pas encore très bien comment on va réussir à le diffuser, mais en tout cas, il sera complètement à votre disposition pour que vous puissiez l'utiliser pour les patients. C'est pas, voilà, c'est juste pour vous dire ça. Il n'est pas terminé, il est vraiment quasi terminé. Mais on vous le fera savoir. Et alors juste sur les 2019, comme j'ai cité les 2020, je vais quand même citer les centres qui sont concernés. Ceux qui ont été lauréats en 2019, c'est le centre de référence de Bicêtre. C'est le centre constitutif de Paul Brousse aussi. On a le centre de compétences de Guadeloupe, qui en diront un mot d'ailleurs
d'ailleurs tout à l'heure. Et on a le centre de référence constitutive de Lyon aussi, qui a un autre programme. Donc comme l'éducation thérapeutique du patient, enfin, il y a vraiment une dynamique qui s'est insufflée autour de tout ça. On a réuni un groupe de travail spécialement pour l'éducation thérapeutique du patient. Et ce groupe de travail a acté le fait qu'on va bénéficier d'une plateforme IETP. C'est-à-dire que c'est la filière Fil-Foi on est en train actuellement de contractualiser avec Stimulab et on va pouvoir faire bénéficier à toute la filière d'une plateforme qui pourra digitaliser les programmes ETP et qui permettra de faire des séances ETP à distance. Donc, cette contractualisation, elle est en cours, on est bien avancé. On espère pouvoir commencer en 2022. Donc, on a déjà quelques programmes qui sont intéressés. Donc, on va se lancer avec des médecins qui sont dans le groupe d'éducation thérapeutique du patient. Et dès qu'on est fin prêt, on fera une communication et les centres Fil-Foi qui sont intéressés pourront revenir vers moi et pour qu'on voit ensemble, à la fois je pourrais présenter la plateforme et qu'ils me donnent leurs besoins, voir ce qu'on peut faire. Et le coût est pris en charge par la filière. Donc il n'y a pas de les centres ne paieront rien. Donc voilà pour l'éducation thérapeutique du patient. Au niveau de l'ALD, il y a eu un état des lieux qui a été fait au niveau des 300 coordonnateurs. À la suite de ça, on a constaté donc la problématique des ALD pour les réseaux adultes, donc réseau MIVBH et réseau MVF. Donc de là, on a réalisé des réunions de travail et aussi une réunion avec la CNAM. Donc c'est toujours en cours. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus que tant qu'on n'a pas eu la prochaine réunion avec la CNAM, c'est difficile de vous donner des infos, parce qu'il faut qu'eux valident aussi. Mais je peux vous dire que l'objectif, c'est qu'on améliore la prise en charge avec l'ALD, parce qu'il y a malheureusement trop de patients qui sont confrontés à des refus qui n'auraient pas lieu d'être. Donc voilà. Ensuite, l'outil RCP. Donc, comme vous savez, on a depuis déjà l'année dernière un outil de RCP qui est disponible. Donc, les pédiatres l'utilisent déjà depuis 2020. Ils l'utilisent très bien. Cette année, c'est les 2 réseaux adultes qui s'y sont aussi mis. Donc, ils réalisent leur RCP via Rofim. Ça permet de... Tu l'as sur là ? Ça permet de pouvoir faire des staffs à distance. Ça permet de pouvoir faire des staffs à distance et que les médecins puissent être présents au RCP national. Donc, n'hésitez pas, c'est comme pour le même principe que pour l'ETP, c'est que cet outil peut être mis à disposition. Là, c'est vrai qu'on utilise pour des RCP nationales, mais si au niveau régional, il y a des centres qui sont intéressés pour utiliser cet outil et faire des RCP, c'est possible. Il faut juste nous prendre contact avec nous et qu'on vous explique comment ça fonctionne et qu'on mette tout en place. Donc voilà pour les RCP. Ensuite, alors l'Observatoire des traitements. Donc l'Observatoire des traitements, il faut savoir qu'il y a eu un pilote sur la région de Rennes. Donc ça a principalement concerné du coup des maladies adultes, on va dire, vu que c'est vraiment la région ouest. Ce pilote a permis le recensement des traitements hors AMM utilisés de manière récurrente selon les prescripteurs et selon les maladies. Ce pilote a déjà en fait permis de mettre en exergue des tendances et la continuité, l'observatoire va permettre de collecter des données de vie réelle sur les traitements hors AMM dans les maladies rares du foie. Le plan France Médecine Génomique 2025. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une augmentation des dossiers qui ont été envoyés en prescription. Il y a une incitation pour que les réseaux adultes utilisent aussi que les réseaux adultes envoient des dossiers en prescription également.
Pour cela, il ne faut pas hésiter à passer, il faut passer par les RCP d'amont qui sont faites par le centre de Bicêtre avec le professeur Gonzalez. Et c'est les pathologies sévères du foie à révélation pédiatrique. Voilà. Alors, donc par rapport aux actions de formation, hein, je supplée Gab qui résout quelques problèmes techniques en régie actuellement. Évidemment, l'organisation des journées annuelles maladies rares du foie, hein, on y est, donc vous voyez le résultat, ça nous a pris pas mal de temps et d'énergie. On est très heureux d'inaugurer comme ça ce nouveau format, avec un an de retard, hein, à cause du Covid. Et puis, là, on est en présentiel, et c'est aussi diffusé sur Zoom. On a également une captation vidéo pour le télécharger dans les outils pédagogiques plus tard. Donc, on est vraiment sur j'allais dire, du multi-réseau, multi-canaux, parce qu'on tire aussi les enseignements Covid par rapport à tout ça. Donc, on saisit les opportunités qui nous sont données pour que chacun puisse assister à ces journées. Tu prends le volet ? Vas-y. Alors, bonjour à tous, je prends la suite puisque c'est mon point, c'est mon poste, pardon, excusez-moi. Donc après, on est là aux journées fil-foie. Je vais pouvoir parler du coup du soutien à la mise en place d'une journée maladie rare du foie en région. Alors on avait voulu la faire en 2020, on a tous connu ce qui s'est passé en 2020 et qui continue. Donc au final, on l'a organisé en ligne. Ça s'est très bien passé et je rappelle que en 2020-2021, on a fait un soutien à Caen. L'année précédente, c'était en Aquitaine qu'il y avait une journée organisée. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, nous proposer ou nous demander de l'aide sur des organisations pareilles, parce on souhaite quand même avoir des journées en dehors de l'Île-de-France, même si elles sont désormais accessibles de partout avec Zoom. La filière est là aussi pour ça. Donc c'est un soutien logistique et financier. C'est aussi la gestion des relations avec les prestataires et la facturation pour alléger la charge de travail du médecin qui organise. Et puis la promotion de la journée, évidemment, par nos réseaux sociaux, nos canaux de communication, pour que le plus de personnes puissent évidemment y assister. Et en plus de ces journées présentielles, on a mis en place un comité pédagogique en fin d'année 2020. Et on est en train de créer un MOOC qui est en fait une formation en ligne. Donc là, pareil, ça colle finalement avec le Covid. Le MOOC sera accessible en ligne et tout au long de l'année. On a bientôt... en fait, les binômes du comité ont bientôt fini de travailler dessus. C'est maintenant au prestataire HB Motion de nous fournir tous les contenus pédagogiques et ils pourraient être lancés lors du premier semestre 2022 déjà. 2022. Donc là, on va passer à la validation des premiers modules sur la partie adulte et il y aura bien évidemment une partie pédiatrique. Et ça permettra comme ça aux hépatologues ou aux professionnels libéraux d'accéder à une partie ou à une autre en fonction de l'information dont il a besoin. La crise n'a pas aidé à avancer très rapidement, mais on reste confiant sur son lancement en 2022. En termes d'action information, qui est l'autre partie de mon poste, donc le site internet recense un répertoire des maladies rares du foie, qui est en mise à jour, on va dire, continue tout au long de l'année. Cette année, on a mis à jour les pages Cavernum-Port, thrombose veineuse portale, maladie de Caroli et syndrome de Caroli, ainsi que les déficits de synthèse des acides biliaires primaires grâce au laboratoire CTRS. Donc ça, c'est des documents qui sont rédigés, on les fait vérifier par les médecins, et puis ils sont mis en ligne sur le site avec tous les liens qui renvoient vers les associations, vers Orphanet et tous les liens utiles pour que lorsqu'un médecin rencontre une maladie, il puisse la taper sur Google et tomber sur notre site et avoir toutes les informations qu'il faut. Évidemment, j'en ai parlé, je vais en reparler, c'est le Covid. On se fait le relais de toutes les informations pertinentes par rapport au Covid. Quand il était temps de partager des informations sur les confinements, on le faisait. Là, c'est plutôt les recommandations vaccinales. Donc on se fait le relais de ça, surtout quand c'est très lié aux maladies rares, spécifiquement du foie. Voilà.
par rapport aux Dijaction, Filfoy et Fimato ont participé au webinaire Maladies rares digestives et innovation digitale qui a eu lieu dans l'année 2021. Et nous avons participé à l'édition donc 2021 du Dijaction en remettant un prix à l'association AFAO, un prix Maladies rares, à une association pour qu'elle crée du contenu à destination des patients. Et c'est un prix d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on les aide dans la gestion de leurs projets et on les accompagne au fur et à mesure de l'année. Le Dijaction, c'est un appel à projet assez large. Si vous avez une idée ou une problématique et une idée de solution, vous leur envoyez et ils vont voir avec vous comment la mettre en place par rapport aux innovations digitales. Donc il y a la MFE qui avait participé du côté de Filfoy et il y a bien sûr une édition 2022 qui aura lieu. Donc je vous invite à... D'ailleurs le site sera en ligne demain, dijaction.com et vous pourrez vous rendre dessus pour connaître toutes les informations et savoir comment déposer votre projet si jamais vous avez une problématique et une idée de solution. Ensuite, je travaille également sur les projets en interfilière. En général, c'est plutôt l'événementiel, mais là, on a eu un très très gros projet cette année, ça a été la création d'un site interfilière. Parce que jusqu'à présent, depuis la création des filières, il n'y avait pas un site qui réunissait vraiment toutes les informations sur les 23 filières de santé maladies rares, sur les maladies rares en général. Alors, il y a le site de la DGOS du ministère, il y a le site de la HAS, il y a le site Orphanet, mais il n'y avait pas un site vraiment dédié, on va dire, aux filières et à leur fonctionnement, aux actions qu'on mène, aux outils qu'on met en place. Donc voilà, on a mis en place ce site internet et je vous en parlerai juste après, dans la communication d'après. Et à côté de ça, on a mis en place un kit de nouvel arrivant qui va nous être utile lorsque nous aurons recruté un data manager et un ou une nouvelle chef de projet. Donc on a travaillé à la rédaction, à la relecture du contenu, puis sa mise en forme pour la publication sur la partie du site internet qui sera évidemment privée, ce ne sera pas accessible à tout le public, mais voilà, ça permettra une arrivée tout en douceur des nouvelles personnes. Je vais passer la parole à Paola pour les actions recherche.